Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Reprise du biathlon aujourd'hui du côté d'Oberhof, c'est toujours compliqué Oberhof. Avec le sprint dames aujourd'hui, demain sprint homme, les deux poursuites samedi et relais mixte dimanche. On n'en avait pas fait depuis le début de saison, donc deuxième relais mixte de l'année pour conclure ce week-end à Oberhof avant d'attaquer Ruhpolding et ensuite Antholz, vous savez ce mois de janvier qui est très dense du côté du biathlon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, et surtout Vendée Globe, parce qu'aujourd'hui il n'y aura pas de cyclisme, les présentations, petite pause. Il y aura peut-être demain une présentation, parce que comme il n'y a pas le Dakar, on peut peut-être faire présentation. Samedi ça va être compliqué, dimanche aussi, donc je verrai, mais ça samedi c'est sûr qu'il y aura peu de vidéos samedi, ça va être un bordel monumental pour faire les vidéos samedi. Si vous voulez me soutenir, que vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks, mais ça c'est seulement si vous avez les moyens, et puis vous pouvez faire également rajouter la petite cloche. Voilà, ça c'est bien aussi de rajouter la petite cloche. Plus vous cliquez rapidement sur la notification, sur la miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. On commence tout de suite avec ce 7 km 500, ce sprint donc de Oberhof. C'est toujours compliqué Oberhof. Faut se remettre dedans, il y a eu 3 semaines de pause quasiment, enfin 2 semaines et demie. Alors de pause active quand même, hein, mais c'est toujours compliqué de gérer les fêtes. Il n'y a pas de compétition, ou très peu, hein, il n'y a eu que l'événement à Schalke, dans le stade de Schalke pour la compétition par équipe. Sinon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors certains ont été sur le championnat de la Coupe de France pour se remettre dans le bain. Je pense notamment à Antonin Guigona ou à Quentin Fillon-Maillet qui ont fait ça. Mais c'est vrai que tu as une pause et c'est jamais facile la reprise en janvier. Tu as soit des gens qui s'écroulent après un énorme mois de décembre et qui n'arrivent pas à redémarrer, soit tu as des concurrents qui s'enfoncent après un mois de décembre qui était déjà pas top, qui n'arrivent pas à remettre en route, et soit tu as des concurrents qui vont monter en puissance progressivement jusqu'au championnat du monde et qui vont être très forts au championnat du monde, qui seront peut-être un peu la surprise de ces championnats du monde. Donc on peut avoir un petit peu tous les paramètres, et c'est vrai que Oberhof, c'est toujours dur de reprendre. Voilà, c'est vraiment la course difficile ce sprint, parce que bon, bah déjà c'est sprint poursuite à Oberhof, et le pas de tir est extrêmement compliqué à Oberhof avec le vent. Qui est toujours difficile à gérer, le temps est très changeant, là on n'a pas eu de brouillard, il faut savoir qu'à Oberhof vous pouvez avoir le brouillard qui peut vraiment vous pourrir la visibilité, donc c'est toujours extrêmement compliqué. Bon, on commence tout de suite du côté de ce 7 km 500 sprint du côté d'Oberhof, avec eh bien, les absentes déjà. Vitozzi, forfait pour cette année. Vitozzi, c'est un peu inquiétant quand même, parce qu'on n'est qu'à 1 an des Jeux Olympiques à domicile, et ne pas faire l'avant-dernière saison, ça veut dire que quand ça va arriver l'année prochaine en décembre, bah, ça va être compliqué la remise en route, très compliqué, parce que après une année blanche, c'est difficile de reprendre, parce que bah, tu perds tes repères. Donc je suis un petit peu inquiet pour Lisa Vitozzi. Et puis le retour de Tendrevold, le retour d'Anna Hubert qui était absente du Grand Bornand. Il y avait eu beaucoup d'absentes. Et puis par contre, pas Fialkova, qui elle a décidé de faire une impasse du côté de l'Allemagne, avec des problèmes d'hernie discale pour Fialkova, je crois me rappeler. On regarde tout de suite ce qui s'est passé sur ce 7 km 500, donc des conditions de vent qui étaient difficiles, une neige qui n'était pas exceptionnelle. Alors on a eu bien pire à Oberhof ces dernières années, là déjà on avait de la neige, on n'avait pas un tas de boue qui a remplacé la neige, mais oui, c'est des conditions qui sont toujours compliquées parce que c'est pas très haut en altitude. Là on voit que le fond de piste était dur, mais au-dessus ça brassait énormément, et c'est vrai que ça a dû être compliqué pour certains dossards. Et c'est vrai que quand on regarde une Kirkai2 ou une Paula Beauté aujourd'hui, bah, c'était pas les plus gros dossards. Et avec cette nouvelle règle des dossards, bah, ça a peut-être joué également pour certaines concurrents, parce que vous voyez que dans le top 10, hein, là je vous montre le top 10, le plus gros dossard c'est le 52, et on a quand même combien de dossards qui sont avant le groupe considéré de tête. Vous avez Todorova, Kirkai2 Beauté, la finlandaise Lenaino et même Tenheimer. Donc voilà, hein,
ça montre quand même qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont dû être gênés par les conditions de piste. Bon, on commence avec Paul Beauté. Pour la beauté victoire aujourd'hui, sans faute, ce qui est jamais simple à Oberhof, très clairement. Donc ça, c'est déjà une belle perf. C'est vrai que quand tu fais sans faute à Oberhof, tu sais que ça peut bien te positionner, parce que c'est compliqué à réaliser. Et ensuite, un très gros temps de ski aussi, du côté de Paul Beauté, qui montre encore une fois que cette équipe de France, en termes de densité, est au-dessus. Ça a été une super course pour l'équipe de France en passant. Mais oui, aujourd'hui, elle est dure à battre. Hein. Voilà, il y a une telle densité qu'une Paul Beauté, qui pourtant vient de l'IBU Cup, se retrouve à être tout de suite aux avant-postes. Ce qui a surpris est Tendrevol, mais en même temps, elle est en tête du classement de l'IBU Cup. Ça montre aussi que donc en IBU Cup chez les filles il y a une énorme densité, parce que si une fille comme Paula Beauté arrive tout de suite à être performante, à gagner une Coupe du Monde, ça veut dire que derrière les filles qui sont 6 ou 7 du classement général et qui sont d'autres nations, je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne, ça montre aussi que donc elles font des belles perfs. Elles vont peut-être monter aussi en Coupe du Monde. Elle sait qu'elle n'avait pas trop le droit à l'erreur non plus, parce qu'il y a une telle densité derrière que tu peux pas te planter. Et ça veut dire, encore une fois, que dans cette équipe de France, maintenant, j'ai l'impression que plus personne n'a vraiment sa place assurée. Parce que si tu fais un peu trop de mauvaises performances, c'est compliqué. Surtout quand tu vois les résultats aujourd'hui en IBU Cup, on y reviendra, du côté des filles, où ça a encore été excellent. Mais ouais, non, c'est incroyable d'arriver. Mais elle était... moi, j'avais bien aimé son discours. J'avais lu une interview où elle disait « Je suis pas là pour faire la même chose que quand j'ai quitté la Coupe du Monde. Je suis plus dans une réflexion d'apprentissage, je suis là pour avoir des résultats. » C'est un peu l'idée qu'avait eu aussi Océane Michelon en début de saison, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas forcément là pour apprendre, elles voulaient déjà avoir des résultats. Je trouve qu'il y avait déjà une ambition qui était intéressante du côté de Paula Beauté. Et puis je pense que son début de saison en IBU Cup l'a mis énormément en confiance. Quand tu te retrouves leader de l'IBU Cup et tu fais des belles courses, en plus en termes de contenu, c'est-à-dire que c'est pas juste t'es bonne au tir ou t'es forte sur les skis, non. C'est-à-dire que le contenu est là, tu arrives à enchaîner tir et ski, tu fais peu d'erreurs sur le tir, avec des temps de ski qui sont tout à fait corrects par rapport notamment à Angelina Gigona par exemple, ça te donne forcément de la confiance. Et puis je pense que là, très clairement, ce qui a joué aussi pour Paula Beauté, c'est la fraîcheur physique et la fraîcheur mentale. Parce que quand on arrive en janvier, encore une fois, redémarrer, elle a redémarré plus facilement. Pourquoi ? Coupe du Monde, j'ai envie de me montrer, j'ai envie de montrer à tout le monde ce que je sais faire. Donc tu repars avec de la fraîcheur mentale. Le tir, il a paru hyper simple pour Paula Beauté. Je ne sais pas si vous avez regardé son tir. Alors déjà, il est hyper rapide, mais en plus, il a paru hyper simple. Alors c'est vrai que certaines filles ont eu des grosses rafales de vent, mais Paula Beauté, c'était fluide au niveau du tir, mais comme rarement on a vu. C'est du grand Julia Simon quoi en termes de tir, vraiment. Je trouve que c'était hyper fluide et tu sens qu'elle a jamais eu la pression. Comme elle fait un tir rapide aussi, il n'y a jamais eu ces pensées parasites qui ont pu s'initier dans sa réflexion. Et après, il y a un dernier tour qui est un peu plus difficile. C'est surtout que Kirkai 2 fait un grand dernier tour. Mais un temps de ski qui est tout à fait correct. Elle est dans le top 10 des temps de ski. Elle est meilleur temps de tir. Voilà, sans faute, meilleur temps de tir, pardon, top 10 sur les skis, j'ai eu un petit rototo. Forcément, c'est l'idéal aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de miracle à un moment au biathlon. Quand tu arrives encore une fois, quand tu arrives à faire, à assembler à la fois le tir, à la fois les skis, à la fois le rythme sur un sprint, c'est compliqué de faire mieux. Et en plus, je rappelle que c'est une poursuite. Vous voyez qu'elle a déjà 30 secondes d'avance sur Kirkai 2. Une Justine Brezaz est à 40. Donc c'est-à-dire que podium sur la poursuite, c'est totalement envisageable du côté de Paula Beauté. C'est une très grande course de sa part. Et puis là, elle arrive tout de suite devant. Ça va mettre la pression à Jeanne Richard, très clairement, parce qu'il ne faut pas qu'elle se plante. Jeanne Richard, elle le sait. Ça va mettre la pression peut-être aussi sur une Justine, sur une Océane. Ça va mettre de la pression sur tout le monde. Parce qu'avec une Paula Beauté, si elle a les mêmes performances qu'en IBU Cup, si elle a le même niveau de résultat en plus qu'en IBU Cup, déjà, pour les relais mixtes, on a peut-être quelqu'un pour faire le relais mixte simple. Mais ouais. Parce que je pense que le relais mixte classique, ça sera Justine ou Lou.
C'est vrai qu'il y a aussi cette possibilité-là, ou Julia, donc on verra, mais on va avoir des relais mixtes qui vont être costauds du côté de l'équipe de France, parce qu'avec des filles qui sont de ce niveau-là, ça va être difficile à battre, et une Paula Beauté, si elle fait une grosse poursuite, on verra, mais le relais simple, ça peut être aussi une opportunité pour elle, hein. Donc, et d'avoir une Justine ou une Lou ou une Julia Simon qui fasse pas un des relais mixtes. Et ça veut dire aussi que même sans Sophie Chauveau, bah, on a une fille pour les relais féminins aussi, hein, dans 2 semaines. Donc non, c'est du costaud, voilà, du côté de Paula Beauté, donc belle performance. Deuxième, Kirkai 2. Ouais, Kirkai 2, on sait que sur les skis, elle est capable d'aller vite. On sait qu'elle est très jeune, hein. Donc c'est encore une fille qui doit prendre de la maturité, Kirkai 2. L'avantage, c'est qu'elle a bien profité du fait que Tendrevold n'était pas là, qu'il n'y avait pas forcément de grosses stars du côté de cette équipe de Norvège, donc elle a pu faire pas mal de départs au final, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si tu avais une grosse densité en équipe de Norvège chez les filles. Et puis là, aujourd'hui, il fallait aligner le tir. Elle fait une erreur sur le coucher, mais il y avait un petit peu de rafale quand elle passe. Sur le debout, elle a eu des conditions un petit peu plus clémentes, comme Paula Beauté, parce que c'est avec Paula Beauté, j'ai eu l'impression qu'elle a eu vraiment assez peu de vent sur ses 2 tirs. Après, à Oberhof, c'est un peu de la loterie, hein, il faut pas se mentir aussi, avec le vent. Et puis après, elle fait un sacré dernier tour. Parce que le premier tour, il n'est pas exceptionnel du côté de Kirkai 2. Vous allez voir son chrono sur le dernier tour, elle est plus rapide que Justine Brezas-Boucher sur le dernier tour. Il n'y a que Lampitch qui va plus vite. Donc, elle est plus vite que Justine Brezas-Boucher sur un dernier tour. Même si elle a fait 3 erreurs, hein, Justine. Ça montre que voilà, ça va vite sur les skis quand même du côté de Kirkai 2. Donc on est peut-être bien reparti à l'entraînement là, pendant la deuxième partie du mois de décembre. Et puis qu'on a peut-être bien aussi à remettre en route là en janvier. Et puis ça va être intéressant aussi là aussi pour les relais mixtes, hein, parce que c'est vrai qu'on se disait il y a Tendrevold, on ne sait pas trop quel niveau elle va avoir, Knoten on ne sait pas trop. Bah, là encore, Kirkai 2, ça va aider d'avoir une fille qui est capable de faire une bonne course. Alors il faudra voir si elle arrive à confirmer demain sur la poursuite. Comme Paula Beauté, hein, on est aussi sur les mêmes questionnements, mais ça peut être du très solide, hein. Parce que c'est vrai que pour la Beauté, il y a une question qui peut se poser demain, c'est que elle va se retrouver en tête d'une poursuite, enfin pour après-demain, plutôt pour samedi, elle va se retrouver en tête d'une poursuite de Coupe du Monde. Et au 3e tir, si elle a toujours une marge comme ça de 40 secondes d'avance, elle va commencer à penser à la victoire. Et on a vu Franziska Preuss, par exemple, ça a été compliqué à gérer à Contiolati. Donc on va voir si ça va être plus facile à gérer pour Paula Beauté. C'était à Contiolati, il y a un doute. C'était pas Contiolati, c'était à Orfilsen qu'elle avait eu du mal, Franziska Preuss. On poursuit avec Todorova. 9 sur 10, belle course. De la Bulgare, qui a profité de son beau dossard. Parce que encore une fois, vu comment la piste brassait, partir de Sar 2, c'est un avantage aujourd'hui. Bon, je pense que ça a aussi aidé Tendrevold de partir de Sar 24. Je pense que vraiment sur la fin de course, c'est ce qui fait la différence. Todorova, elle fait une belle course en termes de temps de ski. Le tir, elle le fait aussi. Encore une fois, Oberhof, tu sais qu'avec un 9 sur 10, ça passe, hein. Voilà, tu sais que c'est très compliqué de faire le 10 sur 10. Ce qu'a fait Paula Beauté à Oberhof, c'est assez rare. Donc Todorova, c'est une belle perf de sa part. Un 9 sur 10, c'est une course solide. Je pense que encore une fois, c'est son meilleur résultat en carrière. C'est une fille qui progresse. On voit, hein, les Polonaises, les Bulgares, alors ça manque encore de régularité. Les Ukrainiennes également, ça manque encore un petit peu de régularité, mais c'est quand même du solide. Donc faut se méfier. Justine, je dirais qu'on commence 2025 un peu comme on a fini 2024. Ça va très vite sur les skis, ça c'est clair et net. Sur le tir, c'est moyen, quoi, 7 sur 10. C'est pas une catastrophe, parce qu'encore une fois, on est à Oberhof. C'est moyen. Il en manque encore, voilà, du côté de Justine. On verra demain sur la poursuite, parce qu'en plus, des fois, elle a fait une bonne sprint, et puis derrière, sur la poursuite, c'était compliqué. Mais là, c'est vrai que c'est moyen au niveau du tir. En fait, elle va être contente, je pense, de son temps de ski. Elle va être frustrée de son tir, ce qui fait qu'elle va considérer que sa course n'est pas aboutie à Justine. Voilà, il y a une petite déception, encore une fois, c'est sur ce tir, hein, surtout le debout.
de ce que j'ai vu du debout, hein, j'ai l'impression qu'elle est pas totalement dedans. Voilà, peut-être qu'elle a eu du mal à remettre en place, donc c'est dommage. Du côté de Justine, après, bon voilà, hein, ça reste quand même une course intéressante, un top 5 aujourd'hui, donc c'est pas mal. Et puis en plus, on voit que bah, dans le top 10, c'est celle qui a fait le plus d'erreurs, et voilà, c'est la seule qui est dans le top 10 avec un 7 sur 10. Donc ça montre encore une fois que les temps de ski sont bons, mais voilà, ça aurait été mieux avec encore une erreur en moins, ça aurait pu monter sur le podium. Minkinen, elle, c'était une course qui était très dangereuse, Minkinen, parce qu'elle a fait un super mois de décembre, on est d'accord, la finlandaise, vraiment avec... enfin voilà, c'est la bonne révélation de ce mois de décembre, d'une fille qu'on connaissait pas énormément et qui a vraiment progressé et qui permet à la Finlande de retrouver un bon niveau. Donc là, quand elle arrive à Oberhof, elle sait que déjà, avant elle n'était pas attendue, maintenant elle est attendue. Et elle sait aussi qu'elle a un petit peu plus de pression sur les épaules et qu'il va falloir mettre en route. Bah, sur une course comme ça, elle a fait un tir très solide. Encore une fois, il y a des rafales un petit peu hein, quand elle passe avec Justine. Bah, elle a fait qu'un 9 sur 10. Donc une course très solide. J'ai pas regardé son temps de ski, mais je crois qu'il était correct. Je me souviens pas de son temps de ski, mais de ce que j'ai lu des statistiques, je crois qu'il était correct. Et non, c'est une belle course pour Minkinen. Donc, depuis le début de saison, elle est très solide, très régulière dans ses performances. Je sais pas si on a une petite statistique là-dessus avec Minkinen, si on a ses résultats depuis le début de saison. Pour l'instant, c'est 5e de la Mastarta Annecy, 18 du sprint, alors un peu moins bien sur la poursuite. Là, c'était un peu planté. Si on regarde à Contiolati, c'était aussi dans le top 20 à chaque fois. Si on regarde en fait depuis le début de saison, elle est sortie qu'une fois du top 20. Elle est sortie qu'une fois du top 20 à Annecy. Donc pour l'instant, c'est du très 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 solide ce qu'elle arrive à mettre en place. Et là, à 5e, très bon résultat. Mais on voit qu'à Otepa, elle était déjà dedans. Hein. Elle était 2e à Otepa. Donc non, c'est très très bien ce qu'elle arrive à faire. Hein, pour le moment. Et encore une fois, là c'était un peu compliqué hein, pour elle de remettre la machine en route, donc bravo. Océane Michelon, c'était pas simple pour Océane, malade avant d'arriver à Oberhof. Donc forcément, physiquement, on l'a senti. Même si sur le temps de ski, c'est pas une catastrophe, vous le regarderez. Et sur le tir, elle s'est battue. Sur le tir debout, en fait, elle a fait une course vraiment, pour moi, elle a fait une course de leader Océane Michelon parce qu'elle a fait une course de je sais que je suis pas au mon maximum mais je fais une course pour accumuler des points en Coupe du Monde et puis après on verra si ça marche, si ça marche pas. Le fait aussi d'être malade, ça lui a peut-être un peu enlevé de la pression, ce qui lui permet de faire un bon résultat parce qu'elle se dit bon de toute manière j'ai pas les bonnes jambes donc même si je fais un sans faute ça va pas donner un super truc donc allez je fais ma course et puis après on verra le résultat. J'ai une excuse en plus au cas où je fasse une mauvaise course parce que je peux dire bah, j'ai été malade pendant 3-4 jours, je suis pas au top de ma forme et au final bah, elle fait une course très solide et quand on voit le temps de ski bah, si on nous avait pas dit qu'elle était malade on ne l'aurait pas su vraiment parce que son temps de ski est vraiment pas mauvais à Océane Michelon donc bravo et pour moi c'est vraiment une course de championne parce que vraiment dans l'approche et l'état d'esprit je pense qu'elle a mis sur cette course bah, c'est vraiment très solide. Le temps de ski, je crois qu'elle est 11e ou 12e en temps de ski, hein, donc c'est vraiment tout à fait correct. C'est un peu moins bien que d'habitude, mais c'est pas du tout une catastrophe pour quelqu'un qui était malade. En plus, je crois qu'elle finit plutôt bien, c'est plutôt le premier tour où elle a été un petit peu prudente, donc non, très solide de la part de Océane Michelon. Lou Jean Monod, le temps de ski est très bon pour Lou Jean Monod, 5e temps de ski. Le problème de Lou Jean Monod, c'était le temps de tir qui a été très compliqué. Elle est tombée vraiment sur des grosses rafales à chaque fois, Lou Jean Monod, notamment sur le debout. En plus, on a bien compris qu'elle n'avait pas de sensibilité au bout des doigts. Avant le debout, tu vois, elle essaye de secouer la main et quand tu fais ça, c'est pas l'idéal. Surtout qu'encore une fois, à Oberhof, il fait pas moins 15. On est sur des températures qui sont raisonnables. Donc ça veut dire que quand tu commences à faire ça, c'est que vraiment tu as un souci de sensation au niveau du bout des doigts et que ça risque d'être compliqué. Et elle fait malgré tout un tir qui est très solide, Océane Michelon, Lou Jean Monod, pardon. Et pourtant elle se bagarre vraiment, hein, parce que c'est un tir qui est très long, surtout le debout. Et elle s'est bagarrée énormément pour mettre les balles au fond.
C'était pas une course facile. Loin de là, du côté de Lou sur le tir. Et certes, elle perd beaucoup de temps, mais elle met les balles au fond. Et elle a vraiment, voilà, c'est vraiment bagarré contre elle-même. Aujourd'hui, son adversaire, c'était elle-même, Lou Jean Monod. J'ai oublié de dire aussi qu'Océane Michelon, sur son premier tir, c'est le départ de Franziska Preuss. Donc il y a eu pas mal d'ambiance dans les tribunes. Alors je pense pas que ça soit la raison de sa balle perdue, mais voilà, ça a été aussi une difficulté en plus à gérer pour Océane Michelon, c'est que sur le premier tir, tu as Franziska Preuss qui part, forcément grosse ambiance. Lenamo, sans faute aujourd'hui, la finlandaise qui est dans le top 10, donc bravo à elle. Et puis Tannheimer et Grossian, autant Preuss a eu du mal aujourd'hui, autant Tannheimer et Grossian ont fait leur course avec un 9 sur 10 à chaque fois. Voilà, plutôt intéressant pour les deux, avec un 9 sur 10, surtout qu'elles sont pas très loin de Lou Jean Monod et d'Océane Michelon par exemple avec le même score, donc ça veut dire très bon temps de ski également. Jeanne Richard, il y a une erreur en trop pour Jeanne, voilà, si tu veux être plus haut dans le classement. Après elles sont à la minute, donc demain pour la poursuite pour Jeanne et Julia, tu peux remonter encore. Donc ça va être intéressant à suivre. Ce ne sont pas des mauvaises courses, 11e et 12e d'une Coupe du Monde, c'est des très bons résultats. Voilà, il y a une faute en trop à chaque fois pour pouvoir viser mieux. Après, ce sont des courses qui sont correctes. Voilà, Julia, c'est dommage la deuxième faute, mais j'ai trouvé que je pense qu'elle n'était pas non plus au top de sa forme, Julia. Je crois me rappeler au niveau du temps de ski, je me suis dit, c'est correct sans plus. Voilà, donc je pense qu'il n'y avait peut-être pas des super sensations pour Julia Simon sur les skis. Et pour Jeanne, elle est jeune encore, hein, donc elle prend de l'expérience, elle progresse. Voilà, là je pense qu'elle a fait un bon coucher, elle fait des très bons couchers depuis le début de saison. Sur le debout, il y a encore un petit peu un peaufiné, mais c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Quand vous êtes capable déjà de faire un 8 sur 10 dans ces conditions-là à Oberhof, c'est que vous êtes capable de faire de très bonnes courses en fin de saison. Et je pense que Jeanne Richard, au mois de mars, il faudra se méfier d'elle. Sur les derniers rendez-vous de l'année, ça peut être une fille qui peut être très dangereuse si elle arrive à bien finir sa saison. Hauser, 9 sur 10 devant Zima, toujours présente avec des sans fautes. Et puis Tendrevold, elle était surprise, hein, moi aussi, parce que je me suis dit, bon déjà elle a couru qu'une course cette année, hein. Enfin elle a fait qu'un rendez-vous à Concholati, elle était déjà plus là ensuite, au Grand Bornand. Opération, donc forcément opération en décembre, donc potentiellement elle n'a pas pu s'entraîner correctement pendant peut-être une semaine, 10 jours. Donc reprise qui peut être un peu difficile du côté de Tendrevold. Et autant sur le tir, c'était pas parfait, elle n'a pas réussi à tout mettre en place, autant sur les skis, c'est peut-être même sa meilleure course de l'hiver à Tendrevold, sur son temps de ski, vraiment. Hein. Donc on va voir comment ça va tenir pour la suite. Elle a dit qu'elle jouait plus le général de Coupe du Monde, ça veut dire que c'est une fille qui va certainement faire une impasse à Antols avant d'aller à Lanzarote 2, ou elle va faire une impasse, je pense, parce que de toute manière, il n'y a pas d'intérêt, en gros, à faire les 3 rendez-vous du mois de janvier. Donc, ou elle va peut-être faire qu'une course, ou voilà, en Tols. Donc, il faudra s'en méfier d'aller au championnat du monde, parce qu'elle va arriver avec de la fraîcheur, ce que n'aura pas certaines concurrentes françaises notamment. On retrouve ensuite Carrara, très belle course, devant Dorothea Virer, Hermit, Sretnich. Virer, pour moi, sur les skis, elle fait un sans faute et elle prend une 36 par rapport à Paula Beauté. Hein. Très mauvais temps de ski, Dorothea Virer. Donc il va falloir suivre ça sur la poursuite. Mais en décembre, c'était pas dingue. Mais elle était entre 15 et 20. Là, elle est, je crois, 32e en temps de ski. C'est vraiment pas du niveau de Dorothea Virer. Donc il faut voir si c'était juste cette course de reprise ou... Est-ce que c'est un autre truc qui se cache derrière. Knoten, trop d'erreurs. 7 sur 10, c'était pas suffisant. Et puis Lampitch, 5 sur 10, là aussi c'est dommage parce qu'elle arrive sur le debout, rafale dans tous les sens. Knoten aussi, elle arrive sur le tiers, rafale dans tous les sens. Et là, ça a été compliqué à gérer pour les deux. Gros Randby, là aussi dommage parce qu'elle partait très bien. Début de course vraiment très bon. Et puis voilà, elle aussi sur le debout, vous voyez qu'elle se retrouve juste derrière Lampitch sur le debout, donc à peu près dans les mêmes eaux.
Et bah, ça a fait des erreurs. Tendreville, elle était 23 aussi, mais elle a réussi, j'ai l'impression, à passer entre les gouttes de Tendrevolt à un moment. Et puis Lotelli, 2 erreurs. Et Idalienne. Alors moi, quand j'ai vu le vent se lever pour Lampitch et pour Knoten, enfin pour Lampitch et pour Randby, je me suis dit Idalienne, ça va être un carnage. Parce que le debout, c'est pas sa spécialité à Idalienne. Bon, elle arrive quand même à en mettre 2, mais c'est vrai que ça fait un 7 sur 10, ça a été compliqué. Francisca Preuss, bon, elle marque quand même les points de la 28e place. Mais là aussi, une course où, même sur les skis, c'était pas bien. Voilà. Parce que tu regardes, Idalienne lui met 2 secondes, mais Randby est devant avec une faute en moins. Knoten lui met quand même plus de 10 secondes dans la vue. Donc c'était pas fantastique sur les skis du côté de l'Allemande. Et puis on retrouve ensuite Heikki Gross. Si on regarde un petit peu derrière, Maya Klotens, Elvira Heuberg, bah 5 sur 10, c'est pas suffisant. Temps de ski pas canon pour du Elvira Heuberg aussi, on le regardera. Vous verrez que c'est pas exceptionnel. Et puis on a aussi Gislova, bon 7 sur 10, c'est pas exceptionnel. Zouk, elle s'est mis hors jeu d'entrée. Stremous, malgré un 8 sur 10, elle est que 49e, mais son premier tir est extrêmement compliqué. Je pense qu'il y a un problème technique sur son arme. Lotelli, j'ai oublié d'en parler aussi, mais la course n'a pas été facile pour Lotelli parce qu'elle a eu un problème d'attache au niveau de son arme derrière. Donc je sais pas, l'arme était complètement brinque-ballante, donc ça a dû jouer sur son équilibre. Bon, Komala, là aussi, le tir debout qui a été compliqué comme Gasparegne. Et puis Anna Heuberg, bah, 5 sur 10. Et puis un temps de ski qui est pas canon non plus. Donc c'est pas très rassurant pour elle qui revenait après un début d'année qui a été quand même extrêmement compliqué. Et puis Anna Magnusson et là Alvarsson qui se qualifie in extremis. Alvarsson avec un 4 sur 10. C'est vraiment pas un très bon score. Course compliquée pour elle. Et parmi les concurrentes qui sont éliminées, bah Vanessa Voigt. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé pour Vanessa Voigt. 8 sur 10, mais pas dans le coup. Donc elle n'a pas réussi, je pense, à lâcher les balles avec le vent. Mais voilà, avec un 8 sur 10, seulement 68e. Donc sur les skis, ça devait pas être exceptionnel. Heidenberg, 5 sur 10, c'était pas suffisant. F. Bouvard, 8 sur 10 aussi, très loin. Donc pas terrible sur les skis. Domingas, qui 5 sur 10, pas top non plus. Voilà, du côté des différentes filles. Au départ de cette course, c'est Charvatova, 3 sur 10. Ça va de mieux en mieux pour Charvatova au niveau du tir. Bon, on regarde tout de suite les analytiques sur cette épreuve et vous voyez un Paula Beauté, quand je vous disais très bon temps de ski, 7e 40 secondes, avec un dernier tour qui a été un peu compliqué. Elle est partie fort, elle a eu un petit peu de mal à finir. Par contre, le temps de tir, excellent. Deuxième à 1 seconde 2, et c'est le Rennstein, c'est-à-dire le temps entrée de pas de tir, sortie de pas de tir. Elle est en tête des deux en plus. Rennstein, donc elle a été très rapide sur son installation et sa sortie. Mais vous voyez que le temps de tir a été excellent aussi. 3 dixièmes seulement de perdu sur le tir debout. Donc ça a été très très impressionnant. Kierkegaard 2, tir moins impressionnant pour Kierkegaard 2. Par contre, voilà, ce qui est impressionnant, c'est ça. Hop, ça va pas mettre en exergue. Deuxième tour, 4e. Troisième tour, 2e. Elle a fini super fort, Kierkegaard. Elle est partie un peu prudemment. Voilà, premier tour, 23 secondes. Et vous voyez qu'elle perd rien sur la suite. Voilà, dommage, ce petit premier tour un petit peu prudent. Parce qu'ensuite, elle a réussi vraiment à en mettre beaucoup. Et là, ça fait un super temps. Todorova, comme je disais, le temps de ski est très bon. 10e. Je pense encore une fois, le dossard a aidé un petit peu. Et puis 14e temps de tir, 8e en Rennstein, donc ça c'est très bon. Justine Brezaz, meilleur temps de ski face à Lampitch, en sachant que Lampitch et Breza étaient vraiment au-dessus du lot, elle colle 20 secondes à Kierkegaard 2, qui pourtant fait pas une mauvaise course, et un petit peu de temps perdu dans le dernier tour. Voilà, donc peut-être qu'elle a un peu souffert avec la neige qui avait brassé, en sachant qu'elle partait d'Ossard 52, ce qui dans le top 10 je crois est le plus gros dossard. Oui, et dans le plus gros dossard. Et dans le top 15 il n'y a que Jeanne Richard et Julia Simon qui sont plus loin.
au niveau Dossard. Donc on voit que ça a joué le Dossard quand même aujourd'hui. Minkinen, un temps de ski est tout à fait correct, 12e, 36e en temps de tir, donc ça reste, enfin en 46e en temps de tir, un petit peu lent, mais ça va. Océane, encore une fois, le premier tour, un petit peu trop prudente, 33e, parce que je pense qu'elle avait peur de ne pas réussir à finir, parce qu'elle avait été malade. Ensuite, ça s'est passé extrêmement bien pour la Française. On retrouve Lou Jean Monod, ensuite derrière, 5e, temps de ski. Par contre, le temps de tir, vous voyez, un 86e. Mais le temps de tir qui a été mauvais, à la fois sur le couché et sur le debout. Alors, sur le debout, ça a été compliqué parce qu'elle prend 25 secondes. Mais elle n'est que 64e sur le couché. Donc, ça a été compliqué également sur ce tir-là. Alors qu'on voit qu'Océane Michelon fait un tir debout qui est tout à fait correct, 14e. Donc, ça, c'est très bien. Tannheimer 15e, 22e pour Grossian, donc un peu moins bien sur le temps de ski Grossian, mais un temps de tir qui est vraiment bon. Et puis on retrouve Jeanne Richard, 8e temps de ski, et Julia Simon, quand je disais, voilà, un temps de ski pas exceptionnel de la part de Julia Simon, seulement 11e, et même le temps de tir, seulement 18e. Après, sur le temps de ski, la neige qui a brassé, ça a peut-être joué en sa défaveur, mais quoi qu'on regarde, Jeanne Richard était dans les mêmes conditions, elle arrive à aller plus vite. Donc c'était peut-être pas forcément des super sensations devant Hauser et Julia Zima. Donc temps de revolt, 6e temps de ski, donc vraiment très très bon. Le temps de tir un petit peu plus lent, c'est jamais été les plus rapides de toute manière sur le temps de tir, temps de revolt, mais le temps de ski vraiment très bon aujourd'hui pour elle. Vireur, je disais temps de ski vraiment pas bon, 37e en temps de ski, là c'est vraiment pas top du tout, avec un 54e temps sur le dernier tour. Alors je ne sais pas si elle a relâché ou si vraiment elle a craqué, mais si elle a craqué, c'est très très inquiétant. Et puis le temps de tir aussi, 91e, notamment sur le coucher. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le coucher pour Vireur. Elle perd 38 secondes sur le coucher, c'est vraiment pas habituel. Knoten, correct sur le temps de ski, par contre 3 erreurs. Lampitch, très bon en temps de ski, par contre 5 erreurs, donc là aussi c'était pas exceptionnel. Et puis si on redescend, Preuss, pas excellent sur le temps de ski, 17e, peut-être elle a subi la pression de Oberhof, on en avait parlé avant la coupure. Donc ouais, puis un 7 sur 10, donc pas exceptionnel comme je disais le temps de ski. Si on descend un petit peu, Elvira, seulement 4e en temps de ski et surtout 32 secondes. C'est-à-dire qu'elle se prend quand même 10 secondes par Kierkegaard de Elvira Berg. Eh oui. Que temps de revolt n'est pas si loin que ça, au final, d'Elvira Berg. Donc j'ai l'impression que c'est un peu comme d'habitude chez les Suédoises. Ça commence fort, et puis plus la saison se déroule, plus c'est compliqué. Comme si on était prêt, mais en novembre, et pas pour une saison qui va jusqu'en mars. Emma Lunder, la canadienne. Et puis si on regarde, donc celle qu'on voulait suivre, c'était Anna Hubert qui était de retour. 26e temps de ski, donc c'est pas formidable pour du Anna Hubberg. 29e sur le dernier tour, 44e sur le premier, donc c'est pas exceptionnel. Et puis Alvarsson, 21e temps de ski, mais encore une fois avec un 4 sur 10, c'était pas suffisant, pardon. Qualifié in extremis, mais ça va être compliqué pour elle sur la poursuite, elle sait qu'elle va pas jouer grand chose. Et puis Vanessa Voigt, qu'on va retrouver. Ah oui, c'est le temps de ski qui est catastrophique. Ouais. 74e, donc ouais, il y a une petite maladie peut-être du côté de Vanessa Voigt, mais alors là, catastrophique le temps de ski. C'est vrai qu'elles étaient malades du côté de la France, qu'elles n'ont peut-être pas réussi à récupérer. Donc ouais, là, Heidenberg, c'est dommage, 16e temps de ski, mais bon, 5 sur 10, c'était pas suffisant pour elle. Pour finir du côté de cette journée, on va revenir sur ce qui s'est passé en IBU Cup. Petit point IBU Cup. On a gagné en Coupe du Monde, mais on a gagné aussi en IBU Cup, et c'est aussi une fille qui était une revenante, plutôt du côté de Naïs Mangin. C'est une fille qui faisait sa première course d'IBU Cup, elle qui venait de la Junior Cup. Victoire avec un sans faute juste devant Sophie Chevaux, qui pour son retour en IBU Cup fait un podium devant Passler, l'italienne. Galmas, la française, est 4e devant Camille Benet,
qui fait un 8 sur 10. Et Gilon Guigona également 8 sur 10, 6e. Et la dernière française est 40e, je crois. Oui, voilà, Roguet, 40e avec un 7 sur 10 et 3 minutes de retard. Mais elle aussi, elle est jeune. Et parmi, on a Clemencich. Voilà, seulement 30e. Trabucci, 17e, juste devant Puff. Voilà, l'allemande. Du côté des concurrentes qu'on voit parfois en Coupe du Monde. Du côté des garçons, on regarde ça tout de suite. Hop là, du côté de ce sprint, en sachant qu'il y aura un deuxième sprint. Ce sprint-là, en fait, est un sprint sec. Il y aura un deuxième sprint qui, lui, sera suivi d'une poursuite samedi-dimanche. C'est un peu particulier au niveau de cette compétition. Et bien là, c'est Johannes Dahle qui s'est imposé malgré 2 fautes devant Bakken, le Norvégien, Appenas Frey et Paulsen, donc quintuplé norvégien. Le premier nom norvégien, c'est Capellari, devant Dupasquier. Le premier français, c'est Paturel, qui est avec un 8 sur 10, 9e. Et si on retrouve, hop là, les autres français, eh bien, Génie est 24e avec un 9 sur 10, Broutier est 25e, Garnier 32e et Jeffries 44e. Voilà, avec seulement un 6 sur 10 aujourd'hui. Donc ça passera. Enfin, ça passera, mais de toute manière, comme il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de deuxième poursuite, il n'y a pas de poursuite, voilà, ça c'est un peu particulier comme week-end, ce système-là. Eux, ils n'ont plus qu'un rendez-vous qui sera du côté de Brezno-Horsblier avant les championnats d'Europe en Italie et la fin de saison où ils passeront par Val Ridana et ensuite Otepa pour 2 courses, enfin 2 week-ends d'affilée à Otepa au mois de mars. Donc voilà, c'est toujours un week-end assez particulier l'IBU Cup parce que vous voyez que par exemple, eh bien, en février, ils n'ont qu'une seule compétition. Et quand voilà, il y a un gros trou entre les compétitions en Italie et Otepa ensuite. Donc voilà, c'est une saison qui est un petit peu hachée parce qu'il y a moins de rendez-vous qu'en Coupe du Monde. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!